Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va faire le tour du potager ensemble pour voir comment vont les légumes et où est-ce qu'on en est dans la liste des tâches à faire au mois de décembre au potager. Et en bonus, on verra quelles sont les plantes qui nous aident à combattre les maladies d'hiver, comme la grippe par exemple. Le dimanche au potager, ça commence maintenant. Alors comme vous avez remarqué, je suis pas au meilleur de ma forme, j'ai attrapé la grippe. Donc à la base, je voulais faire un dossier spécial compost, car comme vous le savez sûrement, à partir du 1er janvier 2024, les composteurs sont obligatoires pour tous en France et en Europe, conformément aux droits européens et à la loi anti-gaspillage de 2020. Donc tous les Français vont devoir composter leurs biodéchets. Aujourd'hui, je voulais justement m'occuper de mon compost pour aussi l'agrandir. Mais je suis trop fébrile pour manier une scie électrique ou quelques gros outils que ce soit. Vous commencez déjà à me connaître. Déjà que je suis un peu maladroite en temps normal. Alors là, avec une tension basse et un état de fatigue comme j'ai, c'est même pas la peine d'essayer. Ça va être un vrai carnage. Du coup, je remets ce dossier à court en janvier. Mais néanmoins, même malade, je viens quand même au potager. Ne serait-ce que quelques minutes pour prendre l'air, pour mettre les mains dans la terre. Donc je vais vous expliquer tout cela après. Commençons par faire le tour du potager ensemble. Et on va commencer par les bacs qu'on a créés il n'y a pas très longtemps, donc au début de l'automne. Là vous avez le jasmin étoilé. Et ici vous avez la clématite chirosa. Et après, vous avez tout un tas de vivaces qu'on avait plantées ensemble. Donc certaines ont disparu parce que c'est leur mode de fonctionnement, elles hibernent, on va dire. Et puis d'autres se sont très bien acclimatées au potager. Ici, vous avez les chrysanthèmes. Donc là, il va falloir que je taille parce qu'effectivement, elles ont pris cher. Elles sont avec l'eau et tout, donc elles sont fanées, elles sont pourries. Donc je vais venir tailler ça. Et ensuite, je vais aussi venir terminer en fait, on va dire, l'accès au potager en continuant à mettre des bâches et recouvrir de cailloux. Donc ça, c'est mon côté, on va dire, feignasse pour limiter le désherbage. Donc du coup, je protège cette partie-là. On va venir rajouter, de la paille sur les plants de menthe qui sont en pot. Quand ça sera bien sec, on pourra aussi le passer au broyeur pour faire du BRF. Passons ici au petit parterre, au milieu. Vous avez de la lavande, donc je l'ai taillée. Vous avez le laurier rose, donc on vérifie que effectivement l'eau est bien drainée dans le pot parce que le laurier rose n'aime pas l'eau qui stagne. On va devoir tailler ici donc toutes les tout ce qui est abîmé, qui a pris un petit coup de gel les semaines précédentes. Mais vous voyez, il se porte bien, puis il repart ici. Dans ce bac, donc là vous avez de la bourrache officinale, vous avez de l'ail et vous avez quelques plants de choux qui essayent de se débattre avec toutes les limaces qu'on retrouve au potager. Donc là on a une attaque de limaces, elles sont mais par poignées. Alors j'hallucine un petit peu. Ouais, en fait j'en ai gros sur la patate parce qu'on est au mois de décembre et en fait on a une attaque de limaces, normalement c'est au mois de mars. Et là voilà, elles sont bien présentes, donc elles sont en train de tout défoncer. Vous allez voir au fur et à mesure, elles ont tout mangé. Donc ça c'est l'ail. Donc là je vais juste m'assurer que l'eau se draine bien, que la terre n'est pas trop détrempée. La bourrache, elle sert à la fois pour aider à, on va dire, décompacter la terre grâce à ses racines. Elle va permettre d'avoir une texture en fait plus aérée. Et en même temps, en fait, elle accumule des nutriments tels que le potassium, le calcium et le magnésium, et qu'elle finira par libérer en fait à sa décomposition. Donc en même temps, ça nourrit et ça fertilise le sol. Ici, vous avez des céleris raves, mais ils ne sont pas en grande forme. Je les ai pas suffisamment arrosés pendant l'été et donc forcément, ils ont pas poussé correctement. Alors passons maintenant au tunnel. Donc ici, vous avez deux petits plants de choux. Ça doit être du chou de Bruxelles et le reste, vous avez du céleri rave qui est en dessous. Donc là c'est pareil, regardez, on soulève à peine et on trouve les limaces. Donc il y en a mais vraiment partout quoi.
Partout, on les ramasse à la pelle. Des petites, des noires, des blanches, tout. Donc là, voilà, hop, le céleri. Donc voilà, normalement il est censé être récolté dans 6 semaines. Et 6 semaines avant la récolte, on arrose de manière conséquente. Bon, c'est ce que je vais faire, mais j'ai peu d'espoir que dans 6 semaines il soit prêt. Hop, regardez, encore un là. C'est pas possible, j'en ai partout. Mince, je l'ai fait tomber. Ramasse. Hop. Voilà, il y en a partout. Toute cette bande là-bas qui est derrière, vous voyez, vous avez encore quelques carottes à récolter, notamment celle-ci. Voilà, il me reste ça. Ensuite, je viendrai donc griffer la terre, mettre du fumier, des feuilles mortes, de la paille et je laisserai au repos pour la saison prochaine. Et j'espère pouvoir en fait cultiver de la carotte de Tilk. Vous avez sur la chaîne de Jaco et Lily, ils nous ont présenté une carotte, mais elle est gigantesque, elle est énorme. Donc j'aimerais bien pouvoir la tenter ici, mais ma terre est quand même très argileuse, donc il va falloir que je mette beaucoup de sable pour pouvoir permettre en fait la pousse d'une carotte aussi grosse. Mais bon, je vais quand même le tenter, ça donne vraiment envie. Et d'ailleurs, en parlant de Jaco et Lily, je tenais vraiment à les remercier pour le gentil message qu'ils m'ont adressé dans leur dernière vidéo. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Donc merci à eux et merci. Allez, on continue le tour. Donc là, vous avez des vivaces qu'on a plantées ensemble. Donc certaines ont disparu, même principe. Elles reviendront au printemps. La fétuque bleue, elle a l'air de s'être très bien acclimatée. Ici, c'est le romarin qu'on a replanté ensemble au mois de septembre, qui s'est très bien acclimaté. Il est comme chez lui. Donc là, on va pouvoir commencer à récolter les premières branches. Alors bien évidemment, on récolte les aromatiques un jour de soleil. Donc grosso modo, pas maintenant quoi. Ici, vous avez Tony, l'olivier, le petit olivier, qui a l'air aussi d'avoir supporté les premières gelées il y a une quinzaine de jours. Je reviendrai mettre de la paille supplémentaire ici pour bien protéger le pot, pour que la terre reste le plus au chaud possible. Alors dans le châssis là pour le moment j'ai rien semé ni planté. Je vais venir mettre du fumier, du mulch nutritif et des feuilles mortes, le tout recouvert de paille et on laissera la terre au repos jusqu'en février pour accueillir les premières semis de 2024. Ici vous avez un autre pied de romarin mais cette fois-ci en pot. Et regardez, il est en fleurs en mois de décembre, c'est génial. Ici, dans ce bac, vous avez des oignons. Alors, c'est des oignons où je suis partie de la graine. D'habitude, les oignons, c'est uniquement, je plante les bulbilles ou les cailloux, je sais pas comment on peut appeler ça. Et donc là, j'ai décidé de partir de la graine pour voir en fait comment c'était et voir les différences. Pour le moment, c'est vrai que de partir de la graine, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça demande plus de soins, voilà. Et c'est quand même plus simple de partir du bulbille d'oignon pour refaire des plants d'oignons. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Vous voyez, hop, ils ont même déterré. Donc là, les limaces, elles ont mangé, là, vous aviez des pieds aussi, vous aviez 2 rangs, et elles ont mangé tous les petits trucs verts, toutes les feuilles. Donc bon, j'espère que le bulbe va repousser, mais effectivement, ouais, c'est un peu embêtant. Ici, dans la mini-serre, vous aviez des pois, donc ils ont germé, ils sont sortis, et puis dès le lendemain, ils se sont fait manger, grignoter par les limaces. Donc ça, c'est un bon exemple pour illustrer en fait l'importance de l'équilibre de la biodiversité, puisqu'avant, j'avais des oiseaux, j'avais des hérissons, et j'étais jamais embêtée plus que ça avec les limaces, un petit peu au mois de mars comme tout le monde, pas non plus des masses. Et on a eu 2 petits bébés chats qui sont arrivés, on les a recueillis et eux ils ont fait fuir tous les oiseaux, tous les hérissons et depuis invasion de limaces. Alors bien évidemment la paille n'aide pas non plus puisque ça leur fait effectivement une cachette incroyable. Ils sont trop mignons les petits chats donc on va pas leur en vouloir mais bon c'est vrai que c'est important de toujours garder un équilibre dans son écosystème pour pouvoir équilibrer en fait aussi bien les ravageurs que les on va dire les amis du potager. Alors ici dans ce bac, donc tout ça c'est au repos. Et là vous avez de l'oignon. Donc là c'est l'oignon en bulbe. Donc là c'est pareil, ils se sont fait manger, tous les petits trucs verts se sont fait manger. Donc là il en manque. Donc ils doivent être sous la terre. Donc j'espère que ils repousseront après. Dans ce bac là vous avez donc ici tout est au repos. Mis à part ici vous avez un brocoli. Ici
s'est fait dévorer sur le dessus. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai peu d'espoir. Ici, vous avez donc les poireaux. Alors ceux-là ont un peu plus survécu à l'attaque de limaces parce qu'ils avaient été, c'est les premiers que j'ai repiqués. Donc ils étaient un peu plus costauds. Donc voilà, ils se sont fait dévorer quand même, mais vous voyez, ils sont un peu plus résistants. Entre les deux pieds de poireaux, ici, là, j'ai planté des échalotes. Mais comme me l'a gentiment expliqué mon ami Chico de la chaîne YouTube Chico et son jardin, l'échalote doit voir la jardinière partir si on veut que les racines prennent. Donc en gros, ça signifie que la pointe de l'échalote, elle doit sortir de la terre pour permettre la germination. Et moi, j'ai beaucoup trop enterré les échalotes. Donc il est possible qu'en plus, avec toute la pluie qui est tombée, que les échalotes, les cailleux soient pourris en terre en fait. Donc voilà, c'est comme ça, hein. C'est le jardinage. On expérimente, on se trompe et puis on recommence, c'est comme ça. Là, vous avez un chou. Donc pour le moment, lui, ça a l'air d'aller. Là, vous avez des astères, il n'y a plus de fleurs, mais elles sont violettes. Ici, donc, dans ce bac-là, la capucine, je la laisse se décomposer. Comme ça, elle va nourrir le sol. On avait ramassé les graines il n'y a pas très longtemps ensemble. Elles sont en train de sécher. Là, des poireaux. Mais regardez, il y en a partout. Donc, ils sont en train d'attaquer. Donc là, ils ont commencé. Regardez, hop. Hop, un petit escargot. Encore une limace. Il y en a une qui est tombée là. Voilà, donc il suffit juste de se pencher et on ramasse. Donc si jamais on finit par découvrir que la limace est un super aliment pour l'être humain, moi je sais direct comment me reconvertir, quoi. Je vais élever des limaces parce que là j'en ai un paquet. Donc ici vous avez le céleri branche qu'on a replanté il y a 15 jours maintenant. Donc transplantation réussie, donc tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de dégâts. Et on va maintenant continuer d'attendre que ça grandisse, que les tiges grossissent et qu'elles se creusent bien. Donc voilà, donc là ils sont protégés du froid. Hop, un petit brocoli aussi, mais bon, pareil, il s'est fait manger. Vous avez des poireaux, quelques oignons aussi de chaque côté. Donc là, même punition, les oignons. Il reste quelques tiges, mais sinon, la plupart se sont fait manger. Et en dessous la paille, ici, vous avez les fraisiers. Ici, donc c'est le bac, on va dire, spécial chou. Il est recouvert d'un petit voile hivernal parce qu'il y avait eu des températures négatives la semaine dernière, donc c'était pour le protéger. Et donc là, vous avez donc le chou-fleur. Comme vous pouvez constater, il est tout taché de noir. Il a été piqué par les limaces. Vous en avez déjà une, là, regarde, qui a fait un trou, qui est en train de continuer de manger. Ici, vous avez des brocolis, mais pareil, regardez. Hop. Et comme en plus les températures sont pas très basses, en tout cas par chez moi, du coup ils comprennent plus rien les légumes parce que là il doit faire peut-être 12 ou 15, peut-être 12, j'exagère un peu, 15, peut-être parce que j'ai un peu de fièvre. Donc voilà, donc là j'essaie de protéger celui-ci comme ça, mais bon, vous voyez, il s'est quand même fait attaquer. Vous avez aussi des choux de Bruxelles, enfin il reste un plant de choux de Bruxelles, le reste s'est fait dévorer. Vous avez également ici du céleri rave, donc là pareil, hein, même punition, l'année prochaine il faut que je les repique bien plus tôt, sinon ça va être compliqué. Là-bas aussi, céleri rave, j'adore ça avec de la mayonnaise maison. Et là vous avez un chou cabu. Et attendez, une limace encore, je la retire. Écoutez, on va croiser les doigts pour que les limaces épargnent quelques choux-fleurs. Ça serait bien sympa, parce que là, ils sont, je pense, encore un peu petits pour que je le récolte. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il vaut mieux que je récolte mon chou-fleur, même s'il est tout petit, parce que j'ai peur qu'il se fasse manger et que du coup, nous, on n'en mange pas. Donc là, ici, vous avez la marcotte de la vigne. En fait, la vigne qui est là, ici là, c'est la vigne de ma voisine et elle voudrait pouvoir s'en débarrasser et moi je la trouve très bien cette vigne, les raisins sont très bons, ils ont un petit goût de myrtille et j'adore, donc j'aimerais pouvoir récupérer le plant. Donc pour récupérer le plant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marcoté la vigne. Donc on viendra en fait séparer la marcotte du plant mère certainement courant février, pas avant, histoire que vraiment l'enracinement se fasse correctement et que la marcotte puisse fonctionner. Alors ici, les framboisiers qu'on a taillés. Dans ce bac-là, vous avez les navets qu'on avait repiqués il y a 15 jours. Donc là, les navets ont tous disparu, se sont fait manger.
3 jours après, les limaces ont tout dévoré. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les limaces, elles n'ont pas du coup mangé les carottes. Donc les limaces n'aiment pas les carottes. Donc je pense que c'est parce que ça rend aimable et du coup, faudrait pas qu'elles deviennent sympas quoi, ces limaces. Donc elles aiment pas les carottes. C'est marrant ça. Dans ce bac-ci, donc tout est au repos, vous avez juste un plan de thym. Donc quand c'est au repos, vous avez fumier, feuilles mortes, mulch nutritif et paille. Dans ce bac, on a donc du thym, un brocoli, mais là, feu le brocoli. Et puis encore des poireaux. Et là, c'est pareil, les poireaux se sont fait manger par les limaces. Donc j'espère qu'il va m'en rester quand même, parce que sinon... ça va me coûter cher cette histoire, parce que les limaces, elles mangent. Mais tout ce qu'elles mangent, moi, il va falloir que je le rachète. Et c'est pas le même budget. Donc ici vous avez du nigel, vous avez un petit peu de blé en mode engrais vert, du thym et puis après là les framboises qu'on a taillées. Alors ici, là vous avez donc artichaut en pot recouvert de paille et là vous avez artichaut pleine terre. Donc on les a plantés en même temps mais 2 techniques différentes, un en pot et un en pleine terre. Celui en pleine terre, il a donné déjà un artichaut, ce qui est assez rare la première année de plantation, puisque la première année l'artichaut fait les racines et fait le feuillage et la deuxième année il commence à faire donc les artichauts. Et celui-ci n'en a pas donné, mais par contre celui-ci il en a donné. Donc là je les ai bien protégés avec de la paille et puis si besoin et si vraiment il fait beaucoup trop froid, je viendrai les recouvrir d'un voile hivernal. Donc là, on a la verveine citronnée. C'est délicieux en tisane. Alors, dans notre petit châssis d'observation, donc j'avais semé des pois pour qu'on puisse voir l'évolution et la germination. Mais ils se sont fait dévorer, ils ont disparu. Donc ça sera pour la prochaine. En attendant, le bac est au repos et il sera prêt pour accueillir les premières semis de 2024, comme par exemple les salades. À côté des artichauts, vous avez encore des fraisiers. Alors ceux-là, je les ai pas encore je m'en suis pas occupée, donc je vais venir couper les feuilles qui sont abîmées, tachées. Je vais regarder les stolons s'ils ont bien repris pour les séparer du plan mère. Et puis ensuite, je vais recouvrir de feuilles et recouvrir de paille pour les laisser tranquilles jusqu'au printemps. Là, vous avez la rhubarbe. Donc la rhubarbe, elle fait sa vie. Moi, je m'en occupe jamais. Hop, donc là, elle est partie en mode vernalisation. Elle a disparu et elle reviendra au printemps. Un petit pied de menthe, il va falloir que je vienne le pailler. Ici, vous avez tout un tas de vivaces. Donc certaines ont disparu, normal, et d'autres, en fait, on voit bien qu'elles se sont bien acclimatées. Donc là, je vais remettre un peu de paille, certainement, pour bien les protéger. Ici, vous avez un petit plant qui lui aussi tente, donc ça doit être du chou de Bruxelles peut-être, ou du chou tout simple, un plant qui essaye de se développer. Il s'en fait bien attaquer lui aussi, mais bon, il résiste. Et là, j'ai laissé en fait un pied de dahlia pour voir en fait ce qui se passe, si vraiment ça repart pas. Parce qu'en fait, je perds un temps fou chaque année à enterrer, planter, déterrer, nettoyer les bulbes de dahlia, les racines de dahlia. Donc je voudrais voir en fait si vraiment, avec les conditions climatiques hivernales que j'ai par chez moi, s'il est vraiment nécessaire de rentrer les plants. Donc j'ai laissé des plants dans le sol. Et là, je vois qu'en plus d'avoir laissé des plants, il y en a même une qui est là. Celle-là, je vais la ramasser. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Ah oui, je ne vous ai pas montré par ici. Alors, regardez, ça, c'est mon dernier plant de tomate. Ce plant de tomate, oui, il a pas longtemps qu'il a pris un coup de gel, je crois que c'est la semaine dernière. Mais celui-là, en fait, c'est un plant de tomate dont je ne me suis jamais occupée, qui était mi-ombre. Je l'ai pas arrosé, je l'ai pas tutoré, j'ai pas machin. Et il m'a donné quelques petites tomates. Elles étaient pas énormes, mais elles étaient plutôt bonnes, sans aucun entretien. Et le plant a duré là jusqu'à début décembre. Ici, j'aimerais continuer à faire le bac avec les pierres que j'ai de l'autre côté. Mais là, je suis pas en état de faire autant d'exercices physiques. Donc ça va être fait courant du mois de décembre, janvier. Là, vous avez le compost. Donc là, le compost, faut que je m'en occupe, que je coupe bien tout ça, que je le retourne, etc. Puisque le compost pour la saison 2024 est déjà en sac parce que j'ai un an de décalage. Donc là, celui-là, il va servir à la saison prochaine. Là, vous voyez, vous avez du purin de pommes.
Alors donc le purin de pomme, ça va servir de répulsif naturel contre certains insectes nuisibles. Il est souvent utilisé en fait pour décourager en fait les pucerons, les acariens, ce genre de choses. Donc on met des pommes dans l'eau et puis on attend qu'elle macère jusqu'à temps que ça devienne vraiment, elle soit complètement dissoute. Et on fait du purin. Donc il faudra le diluer et le mettre sur les plantes pour le protéger. Ça sert aussi de fongicide, donc pour certaines maladies. Ça peut aussi enrichir le sol quand il est utilisé régulièrement. Donc je l'avais jamais fait, mais mon grand-père en faisait chaque année. Et donc du coup, je me suis dit, allez, cette année, je mets des pommes de côté du jardin, celles qui sont abîmées, et puis je vais faire du purin de pommes. Là, vous avez le purin d'ortie. Donc là, il va falloir le filtrer et le mettre en bouteille et puis relancer une nouvelle production. Et là, vous avez tout ce qui est grosses branches et gros compostage. Et donc là, j'entasse et je viendrai certainement à la fin de l'hiver retourner tout ça. Alors, ce qui me préoccupe plus, c'est plutôt mon système de récupération d'eau parce que mes bacs sont vides. Donc en fait, avant que je vous explique, on a dû refaire en fait ça parce qu'on a les voisins qui sont passés par le mur, qui sont venus dans le jardin pour chercher leur ballon et en profiter pour manger des fraises et des framboises. J'étais complètement dingue quand je suis rentrée, j'ai vu 2 personnes dans mon jardin, j'ai jamais vu des gens courir aussi vite et passer par-dessus un mur. Mais du coup, ils ont défoncé les gouttières parce qu'ils sont pris appui sur les gouttières pour traverser le mur. Et donc on a refait et on a changé le système. Et c'est-à-dire que donc l'eau, elle coule bien du toit, elle va dans les bacs. Et une fois que les bacs sont remplis, l'eau est censée après aller dans les grandes ici. Ça fonctionne pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement les bacs se remplissent bien, mais ils débordent et ça suinte par là. Mais à aucun moment l'eau remonte. Je sais pas si vous voyez mieux. À aucun moment l'eau remonte dans le tuyau en fait pour après aller directement là-bas. Donc là il faut qu'on revoie ça assez rapidement parce qu'il faut que mes 2 bacs soient remplis avant de commencer la saison, sinon ça va être très compliqué en termes d'arrosage, tout avec maintenant les conditions climatiques qu'on a. Donc je pense qu'on va devoir venir faire plutôt un trou là, ici, et que du coup après on va devoir raccorder de cette manière-là, là. Ou alors effectivement, je bloque le passage qui va dans les bacs bleus pour que l'eau puisse s'écouler jusque là-bas. Ou alors, on rajoute simplement ici une gouttière. C'est ce qu'il y avait avant en fait. Il y avait une gouttière là et qui traversait et qui allait directement dans les bacs. Donc voilà, donc faut qu'on réfléchisse à tout ça et que je mette ça en place assez rapidement parce que si j'ai pas d'eau, ça risque d'être compliqué pour la prochaine saison. Donc comme vous l'avez vu, il y a quand même encore pas mal de choses à faire et donc quand j'aurai retrouvé toutes mes forces, je m'occuperai de toutes ces tâches. Du coup, voyons maintenant ensemble comment le potager peut être un véritable atout santé. Comme je vous disais au début, même malade, je viens au potager. Déjà parce que ça me fait prendre l'air frais. Et ça c'est bon pour mes poumons. Ensuite le fait de venir au potager, ça me fait marcher un petit peu et l'activité physique, quelle qu'elle soit, est favorable pour un bon rétablissement. Ne serait-ce que de faire quelques exercices de gymnastique, de marcher dans la maison si vous n'avez pas la force d'aller dehors, parce que ça favorise le retour veineux, donc la circulation du sang. Et quand on est malade, le sang il doit bien circuler pour apporter tous les nutriments et l'oxygène aux organes. Ensuite, le fait de mettre les mains dans la terre en fait elle regorge de bonnes bactéries qui peuvent du coup aider grandement à notre immunité. Et donc surtout pour guérir vite, il faut aussi avoir le moral. Et moi en fait, mettre les mains dans la terre, être au potager, en fait ça me fait énormément de bien. Si j'y suis pas, c'est la grosse déprime. Alors sans oublier que le potager nous offre une flore bien diversifiée pour nous aider à nous soigner, et ça depuis la nuit des temps. Bien évidemment, plante médicinale ne veut pas dire sans danger. Et surtout, cela ne remplace jamais un traitement donné par un médecin. C'est une aide supplémentaire pour pouvoir mieux se rétablir ou pour pouvoir garantir la santé. Donc, voyons ce que nous pouvons consommer et comment pour aider à guérir de la grippe par exemple. Donc la grippe, c'est une maladie infectieuse, pas besoin de vous rappeler les symptômes. Les plantes qui vont nous aider à renforcer les défenses immunitaires et à éliminer les toxines. On peut utiliser par exemple le sureau noir en début de grippe, en infusion.
Donc moi, mon mélange gagnant, ça va être une tisane à base de sureau, de fleurs de sureau, le Sambucus nigra, du thym, de la cannelle en poudre, des clous de girofle et du gingembre en poudre. Je vais faire ce petit mélange que je vais laisser infuser comme vous pouvez le voir juste là. Je vous mets la recette ici. Au-delà de me faire cette petite tisane que je vais boire tout au long de la journée, je vais prendre aussi de l'extrait de pépins de pamplemousse qui est un antibactérien, un antifongique naturel. Il est efficace sur plus de 500 souches de germes différentes et il ne cause pas de dégâts intestinaux. Donc il convient aussi à la femme enceinte et aux enfants de plus de 1 an. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse comme on pourrait le retrouver avec le pamplemousse. Alors, bien sûr, ça fonctionne bien, mais à condition d'en prendre un vrai. Donc en demandant un extrait de pépins de pamplemousse Citrus paradisii, dosé à 1200 mg de bioflavonoïdes. Là, c'est le vrai et il fonctionnera très bien. Vous en prenez tous les matins et tous les midis, donc quelques gouttes dans un verre de jus à 100% fruits pendant 3 à 5 jours. Bien évidemment, tout cela ne sert à rien si on n'adapte pas son alimentation. Donc quand on a la grippe ou qu'on est malade en hiver, on doit manger plus de protéines pour aider à la fabrication d'anticorps. Et notamment les protéines qui viennent de la mer, qui nous apporteront en plus leur lot de vitamines et de minéraux pour favoriser la guérison. Vous avez la vitamine C, la vitamine D, le zinc, le sélénium, les oméga 3 par exemple. Avec un bon bol de riz et du chou râpé, du saumon, des huîtres, des sardines, des harengs, c'est top. D'ailleurs, en parlant de harengs, souvent chez mes grands-parents, quand on était malade, on mangeait les pommes de terre vapeur avec du beurre et du hareng qui était mariné dans des petites carottes avec une petite sauce. Oh là là, c'est génial. Sinon, tout simplement, vous pouvez aussi vous commander japonais. Vous allez retrouver le poisson cru, le riz, le gingembre. Vous avez l'ail, l'oignon, les poireaux qui sont riches en soufre avec une action détoxifiante et antimicrobienne. Donc n'hésitez pas à vous faire une bonne tartine de pain complet grillé. Grillé, c'est plus facile à digérer, surtout quand on est malade, ça fatigue moins le corps. Et dessus, vous mettez un peu de motet ou de fromage de chèvre ou ce que vous voulez, avec de l'ail ciselé sur dessus. C'est incroyable, c'est trop bon. Bon, pour ceux qui se demandent, oui, je vous jure, je suis bien diététicienne, nutritionniste diplômée. Mais l'alimentation et la nutrition, c'est aussi le plaisir, c'est aussi la gourmandise. Alors, les fruits et les légumes qui sont riches en vitamine C, comme le chou, le brocoli, la clémentine et le kiwi, vont bien nous aider à renforcer nos défenses immunitaires. Alors, tout ce qui va être famille des choux, c'est vraiment les aliments qu'il faut manger pendant la grippe puisqu'ils sont remplis d'éléments soufrés et ça va nous permettre de renforcer notre immunité. On n'oublie pas aussi de manger des légumineuses pour les protéines végétales qui sont nécessaires à la fabrication d'anticorps et idéalement, on les associe à une céréale comme par exemple un mélange lentilles et riz ou pois chiches et semoule. En plus, les légumineuses vous donneront du fer et des vitamines et des fibres. On mange aussi des œufs parce que les œufs sont un bon apport en protéines. D'ailleurs, c'est le seul aliment qui contient toutes les protéines de base qu'il existe. Un bon yaourt maison ou fermier servira de probiotique pour protéger votre flore intestinale qui peut souvent être mise à mal pendant la grippe. Et on n'oublie pas que 80% des anticorps proviennent de l'intestin. Donc on chouchoute notre intestin. On peut manger des champignons comme des pleurotes ou des champignons de Paris. Ça aide à renforcer l'immunité. On rajoute des herbes aromatiques comme le thym, l'origan, le serpolet. On peut aussi rajouter dans les vinaigrettes du curcuma, du poivre aussi, c'est anti-inflammatoire et c'est antidouleur. Vous pouvez manger une poignée de noix, d'amandes par jour pour avoir de bons oméga 3. Par exemple, vous pouvez aussi vous faire un bon cake à la cannelle, au gingembre avec des noix. Gourmandise et en même temps, on donne à notre corps ce dont il a besoin pour pouvoir faire face à la maladie. On n'oublie pas les petites pépites de chocolat noir, elles sont remplies de magnésium. Bien évidemment, quand on est malade, on évite la malbouffe, on évite l'industriel, on évite le trop sucré, le trop gras. On fait un maximum de lavage de nez, on se repose bien, au chaud, on prend l'air quand on le peut. Et si jamais vous vous ennuyez, je connais une chaîne YouTube avec une nana plutôt sympa et il y a plein de vidéos à regarder. Allez, il est temps pour moi de rentrer, me mettre au chaud, une bonne tisane et ensuite une bonne sieste méritée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci infiniment pour vos likes et vos commentaires. J'adore vous lire, donc hâte de lire les prochains. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire.
Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!